On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Julie est une jeune femme heureuse qui mène une vie ordinaire, jusqu'au jour où, à 20 ans, elle franchit les grilles d'un mystérieux château abandonné, aux côtés de l'une de ses amies. Depuis cette expérience effrayante, d'étranges manifestations s'infiltrent dans son quotidien. Cette histoire s'intitule Le château hanté. Je m'appelle Julie, j'ai 36 ans. Je suis visual merchandiser. Je suis née et j'ai grandi dans le sud de la Seine-et-Marne. J'ai eu une enfance vraiment très heureuse. J'ai vraiment de la chance de ce côté-là. Et puis en plus, c'était très animé à la maison. On est 5 frères et sœurs. Dans mon enfance, je me souviens pas du tout avoir vécu des expériences paranormales. En tout cas, ça m'a pas marqué. Ça m'a pas traumatisée. Chez moi, les expériences paranormales, elles sont plutôt développées autour de la vingtaine. Ça a commencé quand j'étais en BTS. J'avais rencontré une de mes meilleures amies là-bas. Et elle habitait un village en Seine-et-Marne où il y a un château abandonné. Et en fait, elle crevait d'envie de le visiter, forcément. Mais bon, pas toute seule parce que ça pouvait être dangereux. Et puis, quel plaisir de visiter quelque chose tout seul quand on peut pas le partager. Donc, elle m'a proposé d'aller avec elle. Moi, j'ai carrément sauté sur l'occasion. On sait qu'il a abandonné depuis les années 70. Alors, il y a beaucoup de légendes autour de ce château, mais on ne sait pas du tout à qui il est. En tout cas, on l'a pas su tout de suite parce qu'après, on a fait quelques recherches sur Internet et en fait, on a appris qu'il appartenait à quelqu'un qui est des Émirats arabes, mais qui vit aux États-Unis et en fait, le truc est complètement abandonné, quoi. Il s'appelle le château des Écrennes. C'est dans le patelin des Écrennes, sud de la Seine-et-Marne. On va dire pas très loin de Melun, je pense. Et il s'appelle aussi château Colimaçon. C'est en rapport avec le fameux escalier de service blanc Colimaçon. Il est très connu des urbexeurs. Sachant qu'il a abandonné depuis les années 70 et qu'il n'y avait pas d'électricité, c'était quand même plus sécurisant d'y aller en pleine journée. C'était plutôt facile d'y aller quand on sait où il est. Après, il fallait trouver comment rentrer. Il est quand même assez protégé. Et puis, on a pris notre courage à deux mains, on y est allé. On s'est quand même préparé le jour J avant d'y aller parce que on sait jamais, tu vois, on a mis nos meilleures baskets, on sait jamais si on devait taper notre meilleur sprint. On a pris des battes de baseball au cas où on tombait sur des personnes indésirables. Et puis, nos appareils photo numériques, À l'époque, les téléphones prenaient pas de photos. Donc, quand on a réussi à trouver comment rentrer, parce que même si la grille principale, elle était quand même, tu vois, barricadée, on a quand même réussi à trouver un moyen d'entrer. Le cadenas autour du portail, il me semble qu'il était un peu pas très très bien mis. On a réussi à entrouvrir un peu le portail et à se glisser, en fait, pour entrer. On a quand même fait attention parce que même s'il y a personne autour, il y a quand même une toute petite baraque à côté. Et on voulait pas non plus se faire prendre parce qu'on s'est dit, ce gars-là, il doit avoir l'habitude des gens qui viennent visiter le château, et il se peut qu'il appelle la police ou quoi. Donc on a essayé de faire ça, d'être quand même discrète. On a traversé la grande cour. On se retrouve dans le jardin. Donc on traverse déjà le jardin parce que le château est en plein milieu. Quand on arrive à l'entrée, déjà on est directement plongé dans une ambiance un peu pesante parce qu'en fait on est accueilli par un ancien feu de camp avec des os d'animaux par terre.
Alors je sais pas si c'était une mise en scène ou s'il y a vraiment des gens qui sont venus faire des cérémonies. Enfin bref, mais en tout cas, ça met dans l'ambiance. On est rentré et puis là on a vu, il était vraiment délabré le château. Il y avait des poutres tombées, il y a certains endroits du plafond qui étaient effondrés. Sur les moulures, il y avait de la poussière, certains miroirs étaient brisés, mais bon. Il était quand même beau en fait, tu vois, il est dans un style art nouveau, il y a beaucoup de mosaïques, il était dans son jus, complètement délabré mais beau quand même en fait. Il a été beaucoup pillé au cours des années, mais dans certaines pièces, il restait des lits, des armoires. On évolue dans le château, on avance, on prend des photos, puis on tombe sur les escaliers de service. C'est un escalier en colimaçon qui est tout carrelé en blanc, ultra creepy. Moi j'ai vu ça, j'ai dit à ma copine, c'est hors de question qu'on l'emprunte, je te le dis tout de suite. Bon, elle a pas cherché à comprendre plus, tu vois, elle m'a suivi, ok, on n'y est pas allé. Je lui ai dit en plus, et autre chose, c'était hors de question qu'on est au sous-sol, parce que ça, si c'était le truc à rester coincé, en plus, on était en pleine campagne, on n'avait pas de réseau. Je me suis dit là, c'est un coup à ce qu'on meurt dans les caves, donc c'était hors de question qu'on y aille. On est téméraire, mais on n'est pas fou. Bon, du coup, on a continué la visite en prenant les escaliers principaux. On faisait quand même très attention où on marchait, parce que, comme je te disais, il y a certains endroits du plafond qui s'effondraient, donc en fait, on marchait sur les côtés des murs, comme ça, on rasait les murs, pour être sûr de pas tomber ou de pas créer un trou, bref. Donc, on a fait tous les étages, et puis, en fait, moi, au fur et à mesure qu'on avançait, moi, je me sentais de plus en plus mal. Bon, j'ai mis ça sur le compte de la trouille et de l'atmosphère pesante. Il y a 5 niveaux, depuis le sous-sol jusqu'au toit-terrasse. Finalement, on arrive au toit-terrasse. Au toit-terrasse, il y a la salle de bal, et puis, la terrasse qui donne vue sur le jardin, quoi. Et là, je me sens super mal. J'ai un sentiment inexplicable où, en fait, je me sens plus du tout la bienvenue. Je me dis, non mais là, il faut qu'on parte, en fait, ça va pas du tout. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose si on restait. Et là, ma copine, elle me regarde, elle voit que je suis blanche comme un linge, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Julie? Je lui dis, non mais là, il faut qu'on se casse, et tout de suite, on part maintenant. Je pense que je l'ai tirée, je sais pas comment j'ai fait, mais de toute façon, elle a pas cherché à comprendre, elle a bien vu que j'étais mal, et on a littéralement détalé du château, on est sortis. Je pouvais pas rester. Je me disais, il va se passer un truc, je savais pas quoi, mais je le sentais pas du tout, quoi. Donc finalement, on finit par partir. Enfin, en fait, on part du château, mais on reste dans le jardin. Moi, je voulais pas non plus gâcher son plaisir. On était quand même venus exprès pour elle, donc, pour elle, en partie. Je voulais pas partir tout de suite, donc je lui ai proposé qu'on continue à prendre des photos en faisant le tour de la propriété. Donc, on a continué, on a fait le tour, on a pris des photos de la vue arrière du château, puis après, on est reparti, quoi. Et puis, quelques jours plus tard, on s'est revus, on a rediscuté un peu de cette journée, et on a comparé nos photos, parce qu'en fait, on était au même endroit, donc on prenait les mêmes photos quasiment au même moment. Et en fait, on a vu que sur mes photos, il y avait des choses qui apparaissaient, mais pas sur les siennes. Alors que c'était quasiment les mêmes vues. Des animaux, par exemple, des formes, mais vraiment des choses qui étaient pas là quand on y était, quoi. J'en ai une qui compare la façade arrière. Où en fait, sur la mienne, on voit clairement quelqu'un à la fenêtre, et sur la sienne, on le voit pas. Mais bon, on est resté comme ça, et puis voilà. Après, c'est une histoire qu'on raconte toujours de temps en temps, parce qu'elle fait toujours un peu peur, et puis qu'en plus, comme on a les photos en preuve, c'est toujours intéressant pour les personnes qui entendent l'histoire, mais je sais que j'ai des amis qui, eux, voient vraiment des choses que nous, on voit pas à l'œil nu, et quand elles ont vu les photos, elles m'ont dit, mais en fait, Julie, il y a plein de trucs, il y a plein de gens sur les photos. Enfin, moi, je les vois pas, parce que je suis pas aussi sensible qu'eux, mais eux, ils me disent qu'il y avait du monde dans ce château. On a essayé de y retourner, peut-être 1 ou 2 ans après, la même amie et une autre copine. Je les ai accompagnées en voiture, et en fait, en arrivant devant le château, je leur ai dit, bon, vous savez quoi, moi je vous dépose, je vais me garer plus loin. Et en fait, finalement, elles sont pas rentrées. Elles sont pas rentrées parce qu'il y avait déjà des gens à l'intérieur qui visitaient. 2 ou 3 ans après ça, je me retrouve en stage en Vendée, et là, je suis logée chez mon frère. Mon frère, il vient de faire construire sa maison, elle est toute neuve. Et puis un soir, on est tous les 3 avec ma belle-sœur, mon frère, dans la cuisine. Eux, ils sont tous les 2 côté cuisine, et moi, je suis côté salon. On prend l'apéro, on plaisante, on rigole, on se raconte nos journées. Enfin bref, un bon moment familial, quoi. Et puis là, tout d'un coup, je vois le bar basculer. Donc en fait, je m'accroche au bar comme ça, et je leur dis, mais aidez-moi à le rattraper, le bar, il est en train de tomber. Et là, il se passe plein de choses. Déjà, je vois qu'ils comprennent pas ce que je dis. Je vois que mon frère, il est dans l'incompréhension totale. Et tout d'un coup, en même temps, je vois la scène d'en bas. C'est-à-dire que je dois me trouver à peu près... mon regard, il doit se trouver à peu près à la hauteur de mes genoux. Et en fait, je me vois tenir le bar et crier « Rattrapez le bar, il est en train de tomber ».
C'est un bar de cuisine où dedans tu peux ranger toute ta vaisselle et tout, quoi. Donc il y avait aucune raison qu'il tombe, en fait. Et donc une fois que je me retrouve en bas à hauteur de mes genoux, là en fait je suis en train de comprendre ce qui se passe physiquement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai senti quelque chose me pousser, me traverser le corps, et derrière autre chose me traverser, comme si en fait la deuxième chose qui m'a traversée poursuivait la première. Je pense que ça a dû durer 3 secondes maximum, quoi. J'ai senti le mouvement de bascule de mon âme sortir et revenir, et j'ai senti les deux choses me traverser le corps en fait. Franchement c'était douloureux. Je l'ai senti, tu vois, vraiment au niveau de ma poitrine, en fait, ça m'a fait mal. Une fois que je suis revenue dans mon corps, en fait, j'ai déclenché une migraine, j'étais vraiment pas bien. Bon, c'est parce que je suis migraineuse, hein. Ça fait des années que je suis migraineuse. Et en fait, c'est surtout ma belle-sœur qui a tout de suite compris que s'était passé un truc. Je lui raconte ce que je viens d'expérimenter, et puis elle est pas surprise, elle me dit « Non mais tu sais, Julie, il se passe plein de choses dans cette maison, même si elle est neuve. » Ça l'a rassurée. Que moi aussi je vive une expérience bizarre parce qu'elle était mère au foyer à l'époque et quand elle était toute seule la journée, elle vivait plein de choses bizarres. Donc, par exemple, elle sentait quelqu'un lui taper sur l'épaule et quand elle se retourne, il y a personne. Ou alors elle est à l'autre bout de la maison, elle entend mon frère l'appeler alors que il est pas là, il est au travail. Au début, elle le subissait puis elle a fini par faire avec parce que je pense que c'était pas des attaques perpétuelles contre elle ou quoi, c'était de temps en temps un objet qui se déplace, quelqu'un qui l'appelle. Mais bon, de toute façon, ils ont fini par déménager. Hein. C'était pas que à cause de ça, mais ça devait faire partie du lot. Et ça, c'était vraiment une expérience bizarre. Et en fait, là, je me dis, ok, donc il y a eu le château, il y a ça, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Donc ma belle-sœur me dit que j'ai probablement une intuition plus développée que d'autres. Même si c'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intrigue, c'est quand même difficile de mettre des mots sur les choses qu'on vit et sur ce qu'on est, etc. Et peut-être, je dirais, 3-4 ans après cette aventure, mes migraines, elles ont commencé à s'intensifier. En rythme et en intensité de douleur. Ça devenait infernal, hein. Donc, j'ai consulté un neurologue pour résoudre le problème. Et là, en fait, il m'a fait expérimenter différents traitements. Et j'étais loin d'imaginer que les effets secondaires d'un de ces traitements en particulier seraient les rêves prémonitoires. Je sais que c'est difficile d'établir un lien direct et certain entre un traitement et l'apparition de rêves prémonitoires, hein. J'en avais discuté même avec mon neurologue et lui, il était très ouvert sur le sujet. Il m'avait expliqué que dans les années 70, il y avait eu des expérimentations qui avaient été faites. Mais en fait, c'est tellement un phénomène difficile à analyser, à expliquer qu'en fait, les expérimentations, elles ont échoué. Donc finalement, ça reste du domaine un peu du méconnu. Tu vois, c'est très difficile à étudier scientifiquement. Mais il n'était pas du tout fermé à l'idée et il m'expliquait qu'effectivement c'était possible que ce médicament en fait il ait des répercussions sur une zone quelconque de mon cerveau qui me fasse avoir ces rêves prémonitoires. Donc déjà ça m'a rassurée que mon médecin me dise pas que j'étais folle. Quand je fais un rêve prémonitoire, je le sais pas sur le coup, je le sais qu'une fois que j'ai vécu la scène. Alors le premier que j'ai fait, il était un peu insignifiant. C'était un rêve où ma chef m'annonçait en fait qu'elle démissionnait. Donc dans mon rêve, elle me disait, Julie, viens, on va s'asseoir au bureau, j'ai quelque chose à t'annoncer. Voilà, en gros, je démissionne, quoi. Et en fait, le lendemain, ça se passait exactement de la même façon. Et c'est vraiment pas comme une impression de déjà-vu, parce que je me souviens très bien de mon rêve. Donc je sais que je l'ai rêvé, tu vois. C'est pas comme quand tu te dis, ah tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est pas du tout comme ça. Ma chef, un jour, elle vient me voir, elle me dit, Julie, voilà, demain... tu vas accueillir une nouvelle collègue qui va travailler avec toi, ça sera ton binôme. Donc moi, je me dis, chouette, trop bien, ça fait longtemps que je suis toute seule, ça va me faire du bien. Et donc, le soir, je rentre chez moi, je fais ma vie, puis je me couche. Et en fait, je rêve que le matin, je me lève pour aller au travail et que j'accueille la personne. Donc, je la vois. Je vois que c'est une petite brune avec des lunettes, avec une coupe au bol, dans un style un peu rock gothique, tu vois. Je me vois l'accueillir, lui dire bonjour un tel, viens, etc. Enfin bref, je vis vraiment le moment, quoi. Et donc le lendemain matin, je me réveille, je me prépare pour aller au travail, j'arrive devant la boutique et là, je vois la personne dont j'ai rêvé. Exactement habillée de la même façon, la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes, c'était un truc de fou. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé directement ma sœur et mes copines pour leur raconter. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte ce qui m'est arrivé et tout. La copine avec qui j'ai visité le château, elle m'a dit, non mais c'est sûr Julie, t'as un truc, faut que t'exploites ça, faut que tu saches ce que c'est pas normal que en fait tu vives autant d'expériences étranges.
Moi, je me dis, c'est vrai, mais comment je fais ? Enfin, tu vois, je suis toute seule face à moi-même, je suis démunie, je sais pas comment faire, en fait. Le deuxième rêve que j'ai fait, il était quand même un peu plus chaud, quand même. C'est toujours en rapport avec le travail. Je devais aller en renfort sur une boutique pour aider une autre équipe à travailler le merch de la boutique. Et donc, le soir, en fait, je rêve très précisément que la chef d'équipe se fait agresser par le convoyeur de fonds. Parce que tu sais, tous les matins, les convoyeurs de fonds viennent au magasin récupérer la recette de la veille pour l'emmener à la banque. Et en fait, je rêve de ça. Il a essayé de la toucher, il a essayé d'aller vers elle pour l'embrasser, pour lui dire on sort ensemble, etc. Tu sais, plus dans ce sens-là. Et en fait, effectivement, le lendemain, quand j'étais à la boutique, j'ai vu de l'agitation autour d'elle à un moment donné. Donc, moi, je suis curieuse. Comme tout le monde, toute l'équipe allait voir ce qui se passait. Moi, j'y suis allée. Et en fait, là, elle a raconté, elle a dit, je vais appeler la police parce qu'en fait, le convoyeur de fonds, il a essayé de m'embrasser, il a essayé de me toucher, etc. Donc là, j'ai tilté. Je me suis dit, quand même, Julie, c'est chaud. Plus tard dans la journée, je raconte à ma sœur. Elle me dit, mais pourquoi tu l'as pas prévenu ? Je dis, déjà de 1, parce que je sais pas que c'est un rêve prémonitoire. Et puis de 2, je vais aller voir la fille et je vais lui dire quoi ? Au fait, peut-être que tu vas te faire agresser aujourd'hui. Tu sais, j'ai fait un rêve bizarre. Elle va penser que je suis ma boule, la fille. Et puis bon, la vie a suivi son cours, j'ai changé de traitement et j'ai plus jamais fait de rêve prémonitoire. Et c'est là que j'ai fait le lien, ouais. C'est pas une certitude, mais c'est ma conviction. Un jour, j'ai une de mes amies qui me raconte qu'elle a rencontré une médium. Et que cette médium, elle délivre des formations, des initiations à la médiumnité. Donc, elle me propose d'y participer. Et là, je me dis, c'est l'occasion de savoir ce qui se passe, donc j'y vais. Un peu sceptique quand même, parce que même si j'ai vécu tout ça, il y a toujours ce moment où je me dis, mais c'est dans ta tête, Julie. Mais j'ai beaucoup aimé la formation, elle était super intéressante parce qu'en fait, elle avait quand même une approche un peu scientifique. Tu sais, elle abordait tous les sujets sur les ondes cérébrales, les états de semi-conscience, et puis on a aussi parlé de rituels de protection. C'était assez complet. En fait, ce qu'elle nous expliquait, la médium, c'est que c'est une base pour nous. Après, c'est à nous d'aller chercher plus d'informations et de se développer autrement. Et puis, comme elle le dit, elle aussi très bien, c'est sa vérité. Tout est basé sur son vécu, sur ce qu'elle connaît, donc après, tout peut évoluer en fonction de nos expériences aussi, quoi. En parallèle de tout ça, avec mon mari, on cherche à acquérir un appartement. On a quand même cherché pas mal de mois, puis l'année dernière, on a fini par trouver la perle rare. Vraiment, j'ai visité l'appartement, c'était un coup de cœur. Ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait. Il y avait 2 chambres, une grande salle de bain, la cuisine aménagée sur le salon qui était super lumineux avec une baie vitrée, et en plus, il y avait un jardin, donc c'était pour nous, quoi. On emménage en août de l'année dernière, donc au début tout se passe bien. Et puis peut-être un mois après, là on commence à déchanter un peu parce que tout commence à se casser dans la maison. Ça a commencé par la baie vitrée. Ça c'était assez pénible parce que comme on allait arriver sur l'hiver, fallait la changer tout de suite. Il y a eu l'électricité qu'on a dû refaire parce qu'on a découvert des surprises au tableau électrique. On a la plomberie qui a cédé, qui a inondé l'appartement. On a eu aussi la gouttière qui s'est mise à fuir, fallait tout changer. Enfin, c'était vraiment, mine de rien, on se disputait un peu parce que c'était à chaque fois des budgets imprévus, tu sais, donc ça nous plombait en fait. Et puis une nuit, je rêve que je me lève pour aller aux toilettes. Sur le moment, je suis pas sûre que ce soit un rêve parce que ça paraissait super réel, tu sais, je me voyais me lever dans mon pyjama, regarder l'heure sur mon téléphone, mettre mes chaussons pour traverser le couloir, aller aux toilettes. Et au bout de mon couloir, il y a un miroir. Et arrivé à ce moment-là, juste avant de tourner pour aller aux toilettes, je vois une ombre noire qui sort du miroir et qui m'attaque en fait, qui essaye de rentrer à l'intérieur de moi. Donc moi je me débat, tu sais, je lutte pour vraiment l'empêcher d'entrer. Et à un moment donné, cette ombre en fait, pour me déstabiliser, elle me met en lévitation dans mon salon. Donc là je comprends tout de suite que c'est un rêve parce que ça c'est sûr que c'est impossible que ça arrive. Et pendant que je me débat pour l'empêcher d'entrer, je repense en fait au rituel de protection que m'a appris la médium. Et je me dis je vais le faire. On va voir si ça marche. Il faut que tu ailles dans ton endroit sûr, en fait. Donc, un endroit où tu te sens bien, où t'es seul.
Et dans cet endroit sûr, il y a 3 éléments importants. Il y a une boisson qui te réconforte. Il y a un feu dans lequel tu vas jeter tout ce dont tu veux plus, tes colères, tes peurs, enfin bref. Et il y a des bougies. Et les bougies, elles sont importantes pour la lumière parce que c'est ce qui purifie. Et en fait, dans mon rêve, la lumière des bougies s'agrandissait, formait une bulle autour de moi et empêchait l'ombre d'entrer. En fait, c'est comme ça que je me suis défendue dans mon rêve. Donc une fois que l'ombre m'a lâchée, je sais pas, je pense que je suis retournée à d'autres rêves, j'ai fini ma nuit. Et le matin, quand je me réveille, j'envoie quand même un message à la médium, je la remercie et pour lui dire que c'est super, son rituel de protection, il fonctionne même dans les rêves. Et là, elle comprend pas trop mon message, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Donc je lui explique. Et là, elle me dit « Oh, envoie-moi une photo de ton couloir. » Donc je lui envoie. Et là, elle me répond « En fait, il est poisseux ton couloir. Il y a un truc dans ton couloir qui est là depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui vous plombe. » Ce qu'elle m'explique, en gros, que cette chose-là qui est dans mon couloir, elle se nourrit des énergies basses. Et comme mon mari et moi, on était dans un cercle un peu vicieux, en fait, on se disputait beaucoup à cause des travaux, en fait, plus on restait, plus on se disputait, et plus elle se nourrissait de ça, en fait. Et puis, de toute façon, on avait eu tellement de problèmes avec la maison. On s'est dit à un moment donné, bon, stop, il faut que nous-mêmes, on se préserve, on va la remettre en vente. Donc ça, c'était en janvier. On avait décidé de la remettre en vente et je crois que c'est en janvier que j'ai fait ce rêve et où j'ai contacté justement la médium pour lui raconter. On convient d'un rendez-vous, le temps passe et puis en fait, pas de bol, le jour où elle doit venir, elle peut plus venir. Comme par hasard, je lui dis, bon, écoute, c'est pas grave, on va repousser. Et entre-temps, je fais un autre rêve. Donc là, c'est pareil. En fait, je sais pas au début si c'est réel ou si c'est un rêve. Je me réveille pour aller aux toilettes. C'est toujours la même scène. Et là, instantanément, je me dis « Ah non, Julie, tu te lèves pas parce que tu vas croiser quelque chose que tu veux pas voir. » Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. Et je dormais sur le ventre. Et là, j'ai su que c'était un rêve parce que je voyais l'entrebâillement de la porte derrière moi. Donc c'est impossible quand on dort sur le ventre de voir ce qui se passe derrière soi. Et là, je vois que dans l'entrebâillement de la porte, il y a une ombre qui me regarde dormir. Et puis tout d'un coup, je me retrouve derrière cette ombre-là. Donc je la regarde me regarder dormir. Là, la forme d'un Nazgûl. Tu sais, ce personnage noir là du Seigneur des Anneaux. J'avais besoin de savoir quand même que je rêvais. Je pense que ça allait me rassurer quelque part. Donc je me suis dit, Julie, il faut que tu prouves que tu rêves. C'est très bizarre. Et pour prouver ça, serre ton oreiller dans tes mains. Donc tu vas me dire, c'est pas une preuve, mais sur le moment, c'était ma preuve pour savoir que je dormais. Et je t'assure que physiquement, je me suis sentie serrer mon oreiller dans les mains. Donc là, en te racontant ça, c'est encore plus bizarre parce que ça veut dire que le moi de mon rêve a ordonné à mon moi physique de faire quelque chose et je l'ai fait. J'ai serré mon oreiller dans les mains. Quand j'ai serré mon oreiller, j'ai senti mes yeux s'ouvrir. Et là, en fait, ça m'a rassurée. Je me suis dit, c'est bon, c'est un rêve. Et je me suis rendormie. C'est très bizarre, en fait. Mais bon, effectivement, le lendemain matin, quand même, je me suis dit, là, franchement, ça commence à faire un peu peur. Parce que je me dis, bon, en fait, à chaque fois, ça monte crescendo, on passe à un stade supplémentaire. Et donc, effectivement, la médium me dit, ok, là, ça craint, effectivement, il faut absolument que je vienne parce que la chose a compris qu'elle pouvait interagir avec toi et elle va continuer jusqu'à ce qu'elle réussisse à t'atteindre. Donc, elle me dit, en attendant, place du sel aux 4 coins de ta maison pour purifier et tu renouvelles tous les jours ce sel. Elle me dit, en fait, il va se charger en mauvaise énergie, donc il faut constamment le renouveler. Aux 4 coins de la maison. Bon, moi, évidemment, c'est ce que je fais. Et puis, un soir, entre le moment où elle doit venir et ce deuxième rêve, je me retrouve toute seule chez moi parce que mon mari est en déplacement. Et il doit être autour de 22h. Je suis en train de lire dans la chambre avec le plafonnier principal allumé. Donc, tu sais, rien d'effrayant. Et puis, tout d'un coup, j'entends quelqu'un faire des allers-retours dans mon couloir. J'entends des bruits de bottes. Je sais qu'il peut y avoir personne chez moi parce que sinon mon chien aurait aboyé. Et puis en plus, j'avais bien mis l'alarme. Même si c'est grand, c'est pas non plus si grand. Je pense que personne n'aurait pu se cacher. Donc je sais qu'il y a personne d'autre. Donc je prends mon courage à deux mains et je me lève et je vais voir dans le couloir parce que je peux pas rester comme ça, tu vois. Évidemment, il y avait personne. Je savais bien que j'allais trouver personne, mais il fallait quand même que j'aille vérifier. Et puis les bruits de bottes se sont arrêtés. Après, je sais qu'il se passe beaucoup de choses bizarres dans mon couloir. Je le sais aussi parce que mon chien, il est sensible, en fait. À chaque fois qu'on est à la maison, elle se retourne vers le couloir et je vois que ses oreilles pointent comme ça. Donc, je sais qu'il se passe des choses dans ce couloir. Mais bon, moi, je les vois pas, en fait. Je les vois que dans mes rêves. Donc là, c'est pareil. Le lendemain, j'ai écrit à la médium. Je lui dis, bon, cette fois, c'était encore pire parce que j'étais réveillée.
D'habitude, je rêve. Donc, il y a toujours ce doute de c'est dans ma tête. Là, je peux pas dire c'est dans ma tête parce que j'étais réveillée. Donc, elle me dit, t'inquiète pas, Julie, j'arrive. Voilà, on va faire ce qu'il faut. Je crois qu'elle venait 3 jours après. Et donc, quand ces fameux 3 jours après, ça devait être un samedi, elle vient, et puis elle rentre, et puis elle me dit, déjà, Julie, c'est tout le quartier qui est poisseux, c'est pas que chez toi. Je pense qu'il s'est passé des choses dans ton quartier pendant la guerre, et ça se ressent. Tu vois, c'est imprégné dans les murs, c'est imprégné dans l'air, il est poisseux, ton quartier. Je sais pas si ça me rassure ou pas, mais en tout cas, ça change rien à la situation. Elle m'explique ce qu'elle va faire. Et donc, elle commence par purifier la maison. On ferme toutes les fenêtres, toutes les portes. Elle purifie, voilà. Elle fait ses rituels. Et puis, elle va s'installer dans le couloir. Et ensuite, peut-être au bout d'une demi-heure, elle vient me voir. Elle me dit, bon, là, on va ouvrir les fenêtres. Il faut que la chose qu'il y avait dans ton couloir, elle puisse sortir de la maison. C'est très bizarre parce que elle a vu un nuage noir sortir de la maison. Moi, j'ai pas vu un nuage noir. Moi, j'ai vu quelque chose de transparent. Mais encore, elle et moi, on n'a pas la même sensibilité. Là, je t'assure, je me suis dit, franchement, il y a plus aucun doute. Il y a vraiment quelque chose au-delà. J'ai vu un espèce de nuage transparent partir de mon couloir et sortir dans le jardin. C'était extrêmement bizarre. Là, ça fait quelque chose. J'étais un peu tremblante. Je t'avoue que sur le moment, j'étais pas sereine du tout. Je me suis dit, mais il y a vraiment aucun doute, en fait, sur ce qu'on vit, tu vois. Il y a vraiment quelque chose au-delà. Et puis elle me dit, mais c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses dans ton couloir. En fait, c'était très habité. Je sais pas pourquoi le couloir, mais c'était concentré là-bas. Donc il y avait ce truc qui était imprégné dans les murs. C'était la première ombre que j'avais vue, qui était aussi la deuxième ombre qui était devenue Nazgûl. Et en fait, les bruits de bottes que j'entendais, elle me dit que c'était un nazi. Qu'il y avait un nazi et qu'elle l'a aidé à passer de l'autre côté. J'étais, oh, tant mieux. Et puis elle me dit, mais il y a quelqu'un au-dessus aussi et il faut que je l'aide à passer de l'autre côté. Parce que même si c'est pas chez toi, ça pèse. Même si elle est pas chez moi, ça pèse en fait sur l'ambiance générale de la maison. Parce qu'en fait, mon appartement, c'est une maison qui est divisée en 2. Moi, j'ai le rez-de-chaussée, le voisin à l'étage. Et donc, la troisième chose qui est partie, donc qui était au-dessus, c'était en fait la mère du voisin. Cette dame-là, elle était décédée, je crois, peut-être en 2021, quelque chose comme ça. Et je pense qu'elle se retenait parce qu'elle voulait rester avec lui, avec son fils, quelque part. Mais c'est important de couper le cordon ombilical. Donc elle l'a fait partir. Elle me disait, cette dame, elle est en colère parce qu'en fait, elle veut partir, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle reste avec son fils. Et elle m'a dit, elle s'appelle Madeleine. Et elle s'appelait vraiment Madeleine. Et j'ai eu la confirmation parce que, j'ai eu l'information par le voisinage, enfin le voisin. En fait, on avait, en plus des problèmes de la maison, on avait des problèmes avec ce voisin. Donc pour la gestion de la copropriété, c'était hyper compliqué. Parce que en fait, quand sa mère est décédée, normalement, il aurait dû vendre l'appartement avec ses frères et sœurs, parce qu'ils sont 4 en fait propriétaires sur le bien. Mais lui, il voulait pas, donc il est resté, il a squatté, et du coup, il est en procès avec ses frères et sœurs. Donc en fait, pour la gestion de la copropriété, c'était compliqué, tu vois. Comme c'était moi le syndic de copro, j'avais réussi à réunir toutes les informations sur sa famille, et donc j'avais aussi la preuve que sa mère s'appelait bien Madeleine, quoi. Elle avait vraiment aucun moyen de savoir comment s'appelait la mère du voisin. Et là, je me suis dit, en fait, faut que j'arrête de remettre en question ça, quoi. En janvier, on a décidé de vendre. Et en fait, entre le moment où on a décidé de vendre et la venue de la médium, on a vu quelques visites, mais qui n'avaient pas abouti. Et une semaine après son intervention, on a une visite, on a une offre d'achat. Donc moi, je me suis dit, c'est génial, en fait. C'était peut-être ce truc dans le couloir qui nous retenait parce qu'il se nourrissait finalement de nos énergies basses. Donc je me dis, c'est génial, ça a fonctionné. Moi, c'était tout ce qui m'importait. On allait vendre et partir. Et c'était hyper important pour nous, parce que franchement, ça commençait vraiment à être très, très, très pesant. J'avais même peur à un moment donné qu'on se sépare, tu vois, à tel point. Et là, le notaire nous annonce que les nouveaux acquéreurs avaient déjà les fonds pour acheter l'appartement. Ils venaient de vendre leurs biens. Donc, il n'y a pas besoin de passer par un crédit. Donc là, panique à bord, parce qu'il faut trouver un appartement en 15 jours. Donc, je dis à mon mari, écoute, il me reste quelques jours, je vais poser des congés et puis je vais chercher intensément un appartement. Je pense qu'en une semaine, j'ai dû visiter une dizaine d'appartements. Mais j'avais vraiment énormément de difficultés à trouver, notre dossier n'aboutissait pas. Et c'était hyper stressant en fait, parce que sur les 15 visites que j'avais faites, notre dossier passait nulle part. C'était quand même incompréhensible parce qu'on est tous les deux en CDI, on gagne bien notre vie. Enfin, je veux dire, il y avait aucune raison que ça passe pas, quoi. Et puis finalement, je visite un appartement et lui, il était pas là. Mon mari, il était en déplacement. Donc en fait, je visite l'appartement seul avec l'agent immobilier. Très bien, l'appartement, il correspond à ce qu'on veut. Bon, voilà. De toute façon, on en était à un point où on pouvait pas demander la lune tellement on était pressés. Et puis je fais la visite avec mon mari finalement en visio. Il me dit, bingo, il est parfait, on le prend.
Donc je dis à l'agent immobilier qu'on se positionne dessus, il me dit non mais c'est bon, vous signez la semaine prochaine. Je me suis dit c'est quand même bizarre que ça se passe aussi rapidement. Et puis la semaine suivante, quand mon mari il revient, j'insiste pour qu'il aille visiter l'appartement. Je lui dis je sais que tu l'as vu en visio, mais je veux que tu le vois en vrai. Il me dit mais pourquoi Et je finis par lui dire parce qu'en fait je le sens pas cet appart. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis je sais pas, mais quand j'ai visité, il y a un truc. J'ai eu mal au ventre, donc je sais pas. Et je lui dis on va continuer à en visiter d'autres, on a encore un petit peu le temps. On n'avait pas trop le temps en fait, mais bon. Il me dit tu sais quoi Julie, t'as qu'à appeler la médium. Comme ça, si ça peut te rassurer, et ben voilà, ça fera avancer les choses. Vraiment bonne idée, je me dis c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Donc je rappelle la médium, je l'appelle, elle me dit ok vas-y, on vous met une vidéo. Et puis elle me dispute un peu, tu vois, elle me dit bon Julie quand même, tu sais que quand t'as des intuitions comme ça, faut te faire confiance. Donc si tu le sens pas, tu le prends pas l'appart en fait. Je lui dis mais j'ai pas le choix, c'est le seul appart qui nous accepte. Donc c'est soit je le prends, soit je me retrouve à la rue dans une semaine en fait. Donc vraiment je lui dis c'est le destin, j'ai pas le choix, faut que je prenne cet appartement. Et puis elle me dit où est-ce que tu te sens pas bien? Je lui dis dans le couloir. Elle me dit mais c'est normal, il y a quelqu'un dans ton couloir. Ah ouais, moi j'ai un truc avec les couloirs. Donc elle me dit ok bon, je vais venir avant que vous emménagiez pour purifier les lieux et puis comme ça après vous pourrez tranquillement vous installer dans l'appartement. Elle est venue le samedi et nous on a emménagé je pense le samedi d'après. On l'a quand même accepté, mais vraiment je te dis on n'avait pas le choix. C'était comme si on n'avait pas le choix. C'était pour nous ou rien en fait. Tu vois, on était un peu au pied du mur. Et puis effectivement, elle me dit que il y avait bien quelqu'un dans mon couloir. En fait, c'est même pas dans mon couloir, c'était dans l'armoire qui est dans le couloir, parce que en fait, le propriétaire, il a laissé une armoire en bois dans le couloir. Et ce qu'elle m'explique aussi, c'est que il y avait alors, je sais pas comment l'expliquer correctement pour que ce soit clair. Il y a des champs énergétiques qui étaient ouverts dans l'appartement. Et c'est ce qui trouble aussi un peu, c'est ce qui nous trouble, on va dire. Ça peut nous mettre dans des états de dépression, etc. Et ça facilite aussi le passage des entités en quelque sorte. Mais apparemment, ça, il y en a dans plein de villes, dans plein d'endroits. C'est pas que là, mais là, bon, il y en avait un, donc spécifiquement dans mon appartement, donc elle l'a refermé aussi. Et puis finalement, tout allait bien. Finalement, on a pu emménager. On a retrouvé un équilibre aussi dans notre couple, donc ça c'est génial. Et y a plus de problème, je t'assure que ça fait un bien fou quoi. Moi de mon côté, j'essaye d'être un peu plus assidue dans le développement de ma médiumnité, j'essaye de méditer un peu plus et je me suis mise au tirage de cartes. Je pense que c'est mon truc les cartes, en tout cas j'aime bien. J'arrive à m'exprimer avec ça, donc je continue à m'appliquer dans cet exercice. Et en fait, c'est important finalement d'explorer sa médiumnité. En tout cas, pour moi, c'est important parce que ça fait partie en fait du développement personnel, ça fait partie de l'épanouissement personnel et ça fait partie du connais-toi toi-même en fait. Maintenant que je sais que en fait, on a tous ce muscle en soi, qu'il suffit juste de le travailler pour le développer et il faut y aller en fait. Ça me fait quand même peur, hein. Je vais pas dire que c'est facile. Moi, je pense que j'ai un blocage, il y a quelque chose qui m'empêche d'évoluer, mais je pense que c'est la peur. Parce que je me dis, si demain je vois la même chose que la médium, je pense que je vais pas le vivre pareil qu'elle, tu vois. Mais comme elle le dit, en fait, on vit pas que des choses hyper sympas et il faut s'attendre à tout. Je pense que c'est important déjà qu'on donne notre témoignage, parce que plus on va le raconter, plus ça deviendra normal, entre guillemets. En fait, ça sera plus du paranormal, ça sera de la norme. C'est pas parce que c'est pas prouvé scientifiquement que ça n'existe pas. J'avais eu cette discussion avec mon neurologue et il m'expliquait effectivement, on a fait des recherches sur la médiumnité qui n'ont pas abouti, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé de moyen de le prouver. Je pense pas qu'il faille en avoir peur. Ça fait peur, hein, c'est sûr, on n'a pas envie d'avoir des visions d'horreur, des choses comme ça, mais je pense qu'il faut l'accepter, il faut y aller. De toute façon, c'est là. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas le nier.
vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.